Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le chapitre de l'analyse des coûts dans une organisation. Alors ne faites pas attention au chapitre 9, c'est le chapitre 9 dans la progression de la deuxième année, mais nous on va faire ce chapitre déjà en première année, comme ça nous fera gagner du temps pour l'année prochaine. Alors au sommaire du chapitre, on va commencer par étudier ce que c'est que la comptabilité de gestion, puis la distinction entre les charges directes et indirectes, on étudiera ce qu'on appelle le tableau de répartition des charges indirectes, et on parlera enfin de détermination des coûts. Alors, pour ce qui est de l'introduction, on parle ici de comptabilité financière qui est obligatoire et légale. Ne faites pas attention à ce détail-là. Pareil, c'est en lien avec le chapitre, avec les chapitres de deuxième année. Donc, le fait de ne pas encore savoir exactement ce que c'est que la comptabilité financière, ça ne vous change rien, vous inquiétez pas. Donc, cette comptabilité financière qu'on étudiera l'an prochain est obligatoire et légale. Et c'est grâce aux informations de cette comptabilité financière qu'on peut mettre en place la comptabilité de gestion, qu'on appelle aussi comptabilité analytique, qui, elle, contrairement à la comptabilité financière, n'est pas fixée par des règles de droit ni par le code de commerce, par exemple, ou le plan comptable général. Elle est entièrement facultative et libre. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre en place une comptabilité de gestion, mais c'est vivement recommandé si vous ne voulez pas vous écrouler. Alors, pour commencer, grand 1, qu'est-ce que c'est que la comptabilité de gestion ? Alors, déjà, la comptabilité de gestion, elle utilise les infos de la comptabilité financière, c'est ce qu'on a dit avant. Elle transforme ces informations pour pouvoir répondre à divers besoins. Et surtout, c'est une aide à la prise de décision. Sans la comptabilité de gestion, on ne peut pas prendre de décision correcte. Alors, on entend souvent parler du terme de charge, on entend aussi parler du terme de coût, mais quelle est la différence ou le lien qu'il y a entre les deux? Eh bien, les charges, une charge, c'est un appauvrissement définitif de l'entreprise. Et un coût, par contre, c'est un ensemble de charges. Donc là, en dessous, je vous ai mis un petit schéma avec 3 charges, le prix d'achat d'un bien, les frais de port liés à ce bien et d'autres frais relatifs à l'achat. Eh bien, toutes ces charges-là, si on les met ensemble, ça nous donne le coût d'achat. Donc voilà, un coût, c'est une somme de charges, bien sûr, des charges qui ont un sens entre elles, sinon le coût n'a aucun sens. Mais voilà, si vous prenez toutes les charges qui sont en rapport avec l'achat d'un bien, c'est le coût d'achat. La comptabilité de gestion possède des objectifs multiples. Elle permet par exemple de savoir quel est le coût d'un projet, le coût d'un service qu'on rend, le coût d'une activité. Est-ce que cette activité est profitable ou rentable, etc. Donc là, je vous donne un petit exemple. On a une action communale. Une commune met en place une action en son sein. Grâce à la comptabilité de gestion, elle découvre que le coût de revient de cette action était de 10 000 euros. Le problème, c'est que la commune lui alloue un budget uniquement de 9 000 euros. Ah, on a 1 000 euros d'écart, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs possibilités, allez voir justement la personne qui s'occupe de la mairie et lui demander par exemple si on peut augmenter le budget alloué à cette action. Et dire, bah voilà, regardez les calculs qu'on a fait, on arrive à 10 000 euros, vous nous avez donné 9 000, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner 1 000 de plus? L'autre méthode serait par exemple d'essayer de réduire les coûts par divers moyens pour essayer de rentrer dans les 9 000. Donc voilà en quoi la comptabilité de gestion aide à la prise de décision. Alors d'autres possibilités qui sont permises par cette comptabilité de gestion, faire des prévisions de charges et de produits, donc les prévisions c'est quelque chose de très important ici, comparer les prévisions et les réalités pour analyser les écarts et les expliquer, et donc aussi toujours prendre de bonnes décisions. Donc voilà, ici il n'y a pas énormément de choses vraiment impératives à connaître, c'est vraiment le principe, qu'est-ce que c'est que la comptabilité de gestion, comment ça marche, à quoi ça sert. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec le grand 2, les charges directes et indirectes. Alors, le calcul des coûts impose un reclassement des charges et celui-ci conduit à distinguer notamment deux catégories de charges, les charges directes et les charges indirectes. Alors, les charges directes, comme leur nom l'indique, c'est des charges qu'on peut incorporer directement à un coût. Vous avez vu avant, je vous avais expliqué qu'un coût, c'était un ensemble de charges. Eh bien, les charges directes, il n'y a pas de problème, on peut directement les incorporer à un coût. Par exemple, les charges de personnel pour un service d'aide sociale, les personnes qui ne travaillent que dans ce service d'aide sociale, eh bien, leur salaire, c'est une charge directe de ce service. Les achats de denrées pour une épicerie solidaire, eh bien, ces achats-là qui sont uniquement pour cette épicerie sont des charges directes. Par contre, de l'autre côté, on a les charges indirectes, qui, comme leur nom l'indique toujours, c'est des charges qu'on ne peut pas incorporer directement
dans un coût, il faut passer par des calculs intermédiaires parce qu'elle touche plusieurs services ou plusieurs activités. Par exemple, en dessous, je vous ai mis le salaire d'une secrétaire de mairie. Une personne qui travaille en tant qu'au secrétariat, ben, c'est quelque chose d'assez général dans une mairie, donc ça touche la totalité des services. Donc on ne peut pas imputer plutôt ce salaire directement à un service en particulier. C'est quelque chose de général, donc il va falloir le répartir. Pareil, coût de diffusion d'une carte de vœux du maire. Oui, c'est un coût pour la mairie, mais alors à quel service ça rentre? Aucune idée. Donc, pareil, c'est un coût qu'il va falloir étaler, imputer. Alors, je vous envoie maintenant directement au premier exercice du chapitre, alors que vous allez trouver page 4, tout en bas de la page 4. Vous êtes dans l'ESAT Sobag, situé à Charleville-Mézières, qui fabrique des cabas en tissu et des sacs en carton. Le comptable vous communique un extrait de la balance de l'entreprise. Alors, je vous demande dans la première question de calculer le montant des charges directes et indirectes à imputer au coût des cabas et des sacs. Honnêtement, dites-moi juste, dans cette balance, qu'est-ce qui correspond à des charges directes et qu'est-ce qui correspond à des charges indirectes. Mettez la vidéo en pause parce que je vais donner la réponse juste après. C'est bon, vous avez fini? Alors, les charges directes dans ce cas, vous les avez ici, c'est celles que j'ai entourées en vert. Tout ce qui touche exactement aux achats de carton, de tissu, de fil, ou les fournitures ou emballages où on dit exactement pour quel produit c'est. Vous voyez que les cabas, ils sont faits en tissu. Donc pour pouvoir les fabriquer, vous allez avoir besoin de tissu et de fil. Donc vous savez que les achats de tissu et de fil sont directement imputables au cabas. Les sacs sont faits en carton, donc les achats de carton, c'est directement imputable au sac. Donc les fournitures, j'ai expliqué. Et enfin, pour les salaires, il y a quand même le salaire des ouvriers montage cabas et des ouvriers montage sac, qui sont des charges directes, parce qu'on peut directement dire que ça compte pour les cabas ou ça compte pour les sacs. Le salaire des secrétaires ou du personnel de direction, par contre, on ne peut pas savoir si ça touche uniquement les cabas ou uniquement les sacs, ça touche les deux, donc il va donc falloir les répartir. Donc tout ce que j'ai entouré en vert ici, ce sont les charges directes. Est-ce qu'on peut, après ce calcul, déterminer le coût de chaque produit? Non, on ne peut pas. Parce qu'on est capable d'imputer toutes les charges directes, mais les charges indirectes, on ne les a pas. Enfin, on connaît leur montant total, mais on ne sait pas qu'est-ce qui revient au tissu et qu'est-ce qui revient au sac. Donc on ne peut pas encore calculer le coût de chaque produit. On peut calculer son coût direct, mais pas son coût total. Alors, avant de passer à la partie sur le tableau de répartition des charges indirectes, il va falloir expliquer le principe des centres d'analyse. Les centres d'analyse, c'est la base de la théorie qu'on va utiliser, la méthode plutôt, pas de la théorie, qu'on va utiliser, qui est la méthode des centres d'analyse. Alors un centre d'analyse, c'est une division de l'entreprise où sont accumulés les éléments de charge indirecte. Alors, on trouve des centres principaux et des centres auxiliaires. Les centres principaux, c'est les fonctions principales de l'organisation. C'est vraiment les fonctions qui créent réellement la valeur, qui créent réellement les produits. Donc on a l'approvisionnement, la production, la distribution, prestation aux usagers, etc. Et vous avez les centres auxiliaires qui sont au service des centres principaux. C'est pas eux qui sont directement dans la production. C'est juste des centres qui sont autour. Sans eux, l'entreprise ne fonctionne pas, mais c'est pas eux qui créent directement les produits, la valeur, etc. Donc on a le secrétariat, l'entretien, parce que oui, il faut des locaux qui soient propres, un bon début, la comptabilité, la RH, l'informatique, etc. Donc c'est des choses qui sont impératives, mais ce n'est pas eux qui concourent directement à la production. Donc voilà la distinction entre un centre principal et un centre auxiliaire. Ah, je l'avais mis 2 fois. Alors on va faire un petit peu de vocabulaire au niveau de l'utilisation de cette méthode des centres d'analyse. Donc on rappelle, on a des charges directes, des charges indirectes qu'on va devoir répartir, et on cherche à connaître le coût d'un produit ou le coût d'une activité. Alors les charges directes, vu qu'il n'y a aucun calcul à faire, on peut directement les affecter, c'est ça le terme qu'on doit utiliser, on va les affecter dans le coût du produit. Les charges indirectes, elles, on doit d'abord les répartir dans les centres d'analyse. Et grâce à ces centres d'analyse, on va pouvoir imputer les unités d'œuvre. Alors les unités d'œuvre, vous verrez, on verra ça après, c'est en gros des morceaux de coût. Les morceaux du coût, on va imputer une partie des charges indirectes dans le coût de ce produit, mais aussi dans d'autres coûts. C'est pour ça que j'ai mis 2 flèches. J'ai mis 2, hein, mais il peut y en avoir 3, 4, 10, 20, autant qu'il faut.
Alors, il y a deux types de répartition dans le tableau de répartition des charges indirectes, la répartition primaire et la répartition secondaire. Alors, la répartition primaire, on prend toutes les charges indirectes, donc charges d'entretien, de maintenance, les salaires, etc. On les prend toutes par nature, hein, c'est par nature ce que je viens de dire, et on les ventile entre tous les centres d'analyse. Alors, normalement, c'est pas un truc qu'on vous demandera de faire, même si c'est quelque chose de très facile. Pour chaque charge, on va vous dire, il y a tant de pourcents qui va dans ce centre, tant qui va dans celui-là, tant qui va dans celui-là, tant qui va dans celui-là, et donc bah, vous faites les calculs, soit des pourcentages, soit directement les montants, et vous déterminez ensuite combien il y a dans chaque centre d'analyse. Ensuite, on passe à la répartition secondaire. Alors la répartition secondaire, elle, vous pouvez être amené à la faire parce que c'est plus rapide, mais qu'il y a moins à faire. On prend les charges qui sont réparties dans les centres auxiliaires et on va les répartir dans les centres principaux pour faire en sorte qu'il n'y ait de l'argent plus que dans les centres principaux, les centres qui concourent directement à la production. Les centres auxiliaires, il faut à la fin qu'ils soient vides. Alors, on va montrer ça avec un exemple. On a fait notre répartition primaire. Vous voyez qu'on a 6 centres, 4 auxiliaires et 2 principaux. Nos centres auxiliaires, c'est assurance, achat de consommables, donc c'est pas les achats de matière, hein. Les achats de consommables, c'est tout ce qui est fourniture de bureau, donc c'est auxiliaire ça. Administration, maintenance informatique, et les centres principaux, achat de marchandises et commercialisation. Donc ça va être les deux centres qui devront à la fin posséder de l'argent. Lors de la répartition secondaire, vous voyez que on va devoir vider l'intégralité des centres auxiliaires. Donc vous voyez que je mets à chaque fois dans la partie en rouge moins 100% parce qu'on va retirer la totalité de l'argent qui est présent à la base dans ce centre. Et vous voyez sur la droite, alors je ne sais pas du tout si vous voyez mon pointeur de souris, ce serait bien que oui. Sur la droite, vous voyez que on a 80 et 20, 35 et 65, 75, 25, 55, 45, donc forcément ça fait 100%. Donc, les 100% par exemple pour l'assurance, donc les 6 000 euros de l'assurance, il y a 80% qui ira en achat de marchandises et 20% en commercialisation. En gros, la deuxième partie, c'est pour ça qu'il y a une flèche, ça représente seulement la même chose que dans la première partie, donc la partie entourée en rouge, mais avec les montants qui correspondent. Donc vous voyez que assurance, on avait 6 000, on enlève 6 000, il reste 0. Achat de consommables, on avait 4 000, on enlève 4 000, il reste 0. Administration, on avait 5 000, on enlève 5 000, il reste 0, etc. Et pour l'achat de marchandises, on était à 15 000, on rajoute 4 800 d'assurance, 1 400 d'achat de consommables, 3 750 d'administration et 550 de maintenance informatique. On a au total un centre achat de marchandises qui vaut 25 500 euros. Pour la commercialisation, on est à 59 500. Voilà, donc là, on a fait notre répartition des charges indirectes. On a fait les deux premières étapes. Sachant, comme dit, que la première étape, on ne vous la demandera jamais. La deuxième, on peut vous la demander, cette répartition secondaire. Mais surtout, ce que vous devrez maîtriser, c'est ça. Alors, l'exercice 2, je vous laisse le faire de votre côté. Je vous mettrai la correction au plus vite. Mais voilà, le principe de cet exercice 2, ça va être de comprendre le reste du tableau de répartition. Nous, on s'était arrêté ici. Les montants de la répartition secondaire. Vous voyez qu'on n'a ici qu'un seul centre auxiliaire, le centre entretien, qui est vide, logique, et tout le reste, on a de l'argent. Et on a mis en place ici des unités d'œuvre. Donc, c'est-à-dire un élément qui va nous permettre de compter l'activité de chacun des centres. Par exemple, approvisionnement, le principe du centre approvisionnement, c'est d'acheter des matières premières. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, une unité d'œuvre possible pour pouvoir mesurer l'activité de ce centre, c'est l'euro de matières premières achetées. On aurait pu prendre, je sais pas moi, le nombre de commandes, les 10 euros de matières premières achetées, par exemple. Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, hein. Si un jour on vous demande de choisir une unité d'œuvre pour un centre, il n'y a pas une bonne réponse possible. Il faut juste prendre une réponse logique. Donc, cet exercice, je vous laisse le faire, hein, c'est l'application 2 que vous avez, page 5. Je vous donnerai la correction sur feuille. Je vous l'enverrai. Donc nous, on va continuer le cours. Grand 4, la détermination des coûts. Donc là, on est dans la dernière partie. Déjà, un petit point sur ce que c'est que l'unité d'œuvre. C'est une unité que l'on choisit et qui est considérée comme la plus représentative de l'activité d'un centre d'analyse. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Donc elle peut être physique ou monétaire, donc soit physique, c'est-à-dire un nombre de commandes réalisées,
soit monétaire, l'euro de matière achetée, par exemple. Et quand elle est choisie, on va pouvoir calculer son coût. Comment on calcule le coût d'une unité d'œuvre? On prend le coût total du centre d'analyse qu'on a obtenu et on divise par le nombre d'unités d'œuvre correspondant. Si on est capable de dire l'unité d'œuvre, c'est, moi je sais pas, le nombre de commandes réalisées, on va être capable derrière de dire on a réalisé tant de commandes. Logiquement, dans une entreprise, vous avez quand même suffisamment d'informations pour pouvoir savoir ça. Pour compter combien vous avez de bons de commande, par exemple, et puis voilà. Et ça vous donne donc le coût d'une unité d'œuvre. Donc là, on reprend l'exemple qu'on avait avant. On avait nos deux centres principaux qui étaient les deux seuls qui possédaient de l'argent, 25 500 pour achat de marchandises, 59 500 pour la commercialisation. Et les unités d'œuvre qu'on a choisies, pour l'achat de marchandises, c'est les 100 euros d'achat. Pour la commercialisation, c'est les 100 euros de chiffre d'affaires. Notre nombre d'unités d'œuvre, c'est 700 pour l'achat de marchandises et 1500 pour la commercialisation. Donc, ça veut donc dire que vu que l'unité d'œuvre c'est 100 euros d'achat et qu'on a 700 unités d'œuvre, ça veut dire qu'on a acheté pour 700 fois 100, ça fait 70 000. Ça veut dire qu'on a acheté pour 70 000 euros. Voilà, c'est juste pour l'info. Donc, étant donné que notre répartition secondaire du centre achat de marchandises est de 25 500 et qu'il y a 700 unités d'œuvre, une unité d'œuvre vaut 36,43 euros. Vous faites 25 500 divisé par 700. Vous faites pareil du côté commercialisation. Le centre vaut 59 500. Vous le divisez par les 1500 unités d'œuvre. Le centre vaut 30, enfin, pas le centre, l'unité d'œuvre unique vaut 39,67 euros. Après, il faut compléter les deux petites phrases qui sont en dessous. L'unité d'œuvre du centre achat de marchandises est fixée à 100 euros d'achat. Dès qu'on fait 100 euros d'achat, on a une unité. Le nombre d'unités d'œuvre est établi à 700. L'unité d'œuvre du centre de commercialisation est fixée à 100 euros de chiffre d'affaires. Donc tous les 100 euros de chiffre d'affaires, ça fait une unité. Et combien d'unités on a? On en a 1500. Donc ce qui fait que notre chiffre d'affaires est de 150 000 euros. Vous faites 1500 fois 100. Alors, on va prendre un exemple ici. C'est une petite application, application à la commercialisation de marchandises. Une commande est affectée afin d'être commercialisée. Le montant des achats est de 645 euros et la vente génère 2500 euros. Donc d'abord, on va prendre les charges directes liées à l'achat. Vous voyez qu'on a déjà les 645. Et maintenant, on va prendre les charges indirectes. Donc déjà, charge indirecte d'achat, vous savez qu'une unité d'œuvre, c'est 36,43. On a acheté pour 645 euros de matière, sachant que tous les 100 euros de matière, ça fait une unité d'œuvre. Vous avez donc 6,45 unités. 645 euros, ça fait 6,45 unités, vu qu'une unité, c'est 100 euros d'achat. Je vous mets le détail du calcul en dessous. Vous faites 645 divisé par 100, ça fait 6,45. Ça aurait été beaucoup plus simple, c'est sûr, si on avait choisi l'euro, enfin juste l'euro de matière achetée. Comme ça, on n'aurait pas eu de calcul à faire. Mais là, pour le coup, je vous mets des calculs. Comme ça, vous voyez le compliqué et vous saurez faire le plus simple. Pareil pour la commercialisation. La commercialisation, c'est 25. Pourquoi? Parce que la vente génère 2500 euros de chiffre d'affaires, sachant que tous les 100 euros, c'est une unité d'œuvre. Ça fait donc 25 unités d'œuvre. Vous faites 2500 divisé par 100, ça fait 25. Maintenant, il nous reste qu'à multiplier le coût unitaire d'une unité d'œuvre par le nombre d'unités d'œuvre correspondantes. Donc vous faites 36,43 fois 6,45, ça fait 234,97 pour les charges indirectes d'achat. Et pour les charges indirectes de commercialisation, vous faites 39,67 fois 25, ça fait 991,75. Vous additionnez le tout, 645 plus 234,97 plus 991,75, et vous arrivez à un coût d'achat, un coût de revient de 1871,72. C'est pas un coût d'achat, pardon, c'est un coût de revient. Donc cette vente nous coûte en réalité 1871,72. N'importe qui ne fait pas vraiment de calcul, il se dit ah ben j'ai dû acheter 645 euros de marchandises, je les revends pour 2500, ah je me suis fait une super marge de presque 2000 euros. Ah ben non,
Non, parce que vous n'avez pris en compte que les charges relatives à l'achat en lui-même. Seulement, il y a plein de charges indirectes dans votre entreprise. Et ces charges indirectes, il faut les affecter. Sinon, ça collera pas. Donc là, vous avez affecté vos charges indirectes correctement. En effet, on a 1200, on a à peu près 1200 euros de charges indirectes, mais au moins là, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus réel. Le coût de revient de ces marchandises, il n'est pas de 645, il est en tout, si on prend tous les coûts qui existent dans l'entreprise, il nous coûte en réalité 1871,72. Voilà, donc pour un coût d'achat de marchandises de 645, le coût de revient de commercialisation est de 1871,72. Le chiffre d'affaires de 2500 couvre ce coût et permet de dégager une marge de 628,28 et non pas de quasiment 2000 comme on aurait pu s'imaginer si on ne savait pas que les charges indirectes existaient. On parle rapidement maintenant de la hiérarchie des coûts. Alors le cycle d'exploitation d'une organisation fait apparaître des phases qui correspondent à des coûts successifs, ce qui entraîne donc une hiérarchie des coûts. D'abord, quand vous avez les matières qui rentrent dans l'organisation, vous avez le coût d'achat. À ce coût d'achat, vous allez produire, hein. Vous allez donc rajouter des charges qui sont liées à la production. Ça va vous donner le coût de production. La production se termine, vous allez vendre vos biens. Il va donc y avoir des charges liées à tout ce qui est distribution et administration. Si vous les rajoutez au coût de production, vous obtenez le coût de revient. À ce moment-là, le produit peut arriver chez le client. On peut revoir un petit peu ce qu'on vient de dire de façon un peu plus schématique, pour que ce soit plus clair. Donc, on part de notre prix d'achat, le prix d'achat de nos marchandises ou de nos matières. Plutôt des matières, on va choisir. On va y ajouter tous les frais qui sont liés à l'achat. Ça nous donne le coût d'achat. À ce coût d'achat, on va rajouter toutes les charges qui sont liées à la production. Ça nous donne le coût de production. À ce coût de production, on va rajouter le coût de distribution et d'administration. Je ne l'ai pas écrit, mais voilà, il y a aussi l'administration qui rentre dedans. Donc le coût de distribution, si on le rajoute à ce coût de production, on obtient le coût de revient. Et derrière, on peut calculer la marge qu'on réalise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé moins le coût de revient. Donc c'est la marge qu'on réalise sur une vente. Voilà, on a fait le tour au niveau de ce cours. Donc, est-ce que vous avez bien compris à quoi sert la comptabilité de gestion, la distinction entre des charges directes et des charges indirectes, le fonctionnement de la répartition primaire et secondaire, ce que c'est qu'une unité d'œuvre, et enfin, comment on passe du prix d'achat d'une matière à son coût de revient, au coût de revient d'un produit fini. Donc quand c'est fait, vous pouvez passer aux exercices. Les exercices, je ne vais pas les corriger en vidéo, je vais vous envoyer la version corrigée dans les jours qui viennent, vous en faites pas. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes vacances aussi, hein. Profitez des vacances, s'il vous plaît, parce qu'on va en avoir besoin. On n'a pas encore d'infos par rapport à votre arrêt de cours ni à votre stage, donc on espère avoir des infos rapidement. Donc je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous, à votre entourage, et à la prochaine.